Je vais essayer de résumer. Surtout après tout ce que je viens d'entendre, je pense que mon exposé ici est assez insipide. J'aurais su que M. Assal passait avant moi, j'aurais changé complètement les choses et je viendrai certainement plus philosophique que ce que je vais dire, qui sont des données tout à fait théoriques. Alors, voici un peu un guérisseur africain moderne. Vous voyez ses sachets et tout par rapport à ce qu'il fait. Cette image, c'est pour dire simplement, bien sûr, après avoir remercié encore une fois pour la présence, je l'ai déjà dit il y a 2 jours, et je remercie surtout l'auditoire d'être resté pour pouvoir écouter cette dernière partie. C'est pour dire simplement qu'au niveau de l'Afrique, les choses évoluent, parce que les guérisseurs traditionnels, en général, on ne les voyait pas avoir une boutique, bien au contraire. Ils avaient autre chose, on les retrouvait chez eux, entourés de leurs plantes. Mais ce qui me paraît important, c'est surtout de rappeler que la prise en charge de la maladie, en particulier du diabète, nécessite une connaissance approfondie des données psychosociologiques dans une communauté, quelle qu'elle soit. Mais ceci est encore plus vrai en Afrique, nous le verrons. D'où l'intérêt de ne pas occulter la tradition en soi, bien sûr, la médecine traditionnelle, en particulier dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Je n'oserais pas parler d'éducation thérapeutique, bien sûr, devant le professeur Assal. Alors, un ancien directeur de l'OMS parlait justement de la médecine en disant que du berceau à la tombe, environ 80% des Africains comptent sur la médecine traditionnelle pour satisfaire leurs besoins de santé. Et ceci reste encore vrai aujourd'hui, au vu des difficultés économiques et du coût de plus en plus important des traitements. Je rappelle que l'OMS disait que la santé n'est pas une simple absence de maladie ou de handicap, mais plutôt un état de bien-être physique, mental et social. Eh bien, cette définition prend en compte effectivement plusieurs dimensions. La dimension santé physique, donc organique ou fonctionnelle. La dimension mentale, ce sont essentiellement les données psychologiques. La dimension sociale, c'est l'environnement social de l'individu, l'environnement culturel. Eh bien, pour la médecine africaine, nous le verrons, tout déséquilibre de cet ensemble aboutit à la maladie. Pour la médecine moderne, que j'ai pratiquée pendant 40 ans, j'ai l'impression que nous avons tendance à oublier ces 2 dernières composantes, la composante mentale et la composante sociale. Alors, comment définit-on la médecine traditionnelle? C'est en fait une combinaison de connaissances et de pratiques pour le diagnostic, la prévention ou l'élimination d'un déséquilibre physique, mental ou social. Donc, on revient à la définition de l'OMS, mais qui va ici s'appuyer non pas sur des connaissances apprises à la faculté, mais sur l'expérience vécue et l'observation passée. Donc, à partir de connaissances pratiques transmises de génération en génération, oralement, souvent, c'est des familles de guérisseurs traditionnels. La définition, justement, de ces guérisseurs traditionnels, qu'on appelle encore tradipraticien de santé, c'est une personne qui est reconnue par la collectivité. Donc, ce n'est pas un diplôme reconnu par une institution, c'est la communauté même qui vous reconnaît comme guérisseur, qui peut assurer un diagnostic, faire les soins, créer le médicament. Donc, il est à la fois médecin, il est à la fois psychologue, il est à la fois pharmacien, préparateur, mais il a des thérapies spirituelles, techniques, des techniques manuelles, d'autres méthodes, ce qui nous permet de dire, justement, en fait, que ce n'est pas... Souvent, quand on parle de la médecine, on pense à la phytothérapie, parce que c'est le plus accessible, et c'est ce qui ressemble un peu plus à ce que nous faisons à l'hôpital, c'est-à-dire faire le diagnostic et donner un médicament. Mais la phytothérapie n'est qu'une partie infime de ce qu'est la médecine traditionnelle, nous le verrons, parce qu'on l'a dit, elle est basée sur la connaissance, les comportements et les croyances. Donc, il prend en charge beaucoup les aspects socio-culturels. Et il s'agit là, en fait, d'une approche centrée sur l'individu, nous le verrons, sur le patient et sur son environnement. Et l'objectif, en fait, de cette médecine traditionnelle, c'est de remettre un individu qui est sorti dans son environnement, dans celui-ci. Il va prendre en compte par conséquent l'environnement social et culturel et le vécu du patient. Donc, le groupe est important ici, la famille, le groupe social,
la tribu pour certains, l'ethnie pour d'autres, la religion est prise en compte dans le cadre de cette médecine traditionnelle et tout ceci, en fait, participe à la détermination de la vie de cet individu. Alors, parlons du diabète en une plaque. Le diabète, effectivement, c'est une maladie chronique qu'il faut gérer au quotidien pour avoir une bonne évolution, éviter les complications, avoir une meilleure qualité de vie. Et on le dit de plus en plus fort heureusement que la participation du patient est primordiale pour l'autogestion de sa maladie. Et c'est ça l'approche centrée sur le patient dont nous parlons. C'est la base même de l'éducation thérapeutique. Mais question, qu'en est-il du diabète dans la conception africaine de la maladie? Comment l'Africain voit-il la maladie? Alors, avant de parler de la maladie, déjà, voyons le cycle de la vie dans la conception, dans la pensée africaine. Ceci a été dessiné par un groupe qui a réfléchi un peu sur la médecine traditionnelle pour montrer les dimensions, en fait, de l'homme africain qui est un petit point à l'intérieur du cosmos. Effectivement, cet homme africain est croyant par essence. On le sait tous. On va voir rarement un Africain qui ne croit pas en quelque chose. Il est créé, en fait, pour une vie heureuse, en harmonie avec à la fois le monde visible, celui que nous vivons, mais aussi avec le monde invisible, les esprits notamment. Ces mondes sont de plusieurs mondes qui sont régis par des lois canoniques, des lois ancestrales parfois, qu'il ne faut pas transgresser surtout, parce que c'est cette transgression qui nous amène soit à la maladie, soit à la mort dont nous reparlerons tout à l'heure. Des lois à ne pas violer. L'univers est un univers tout à fait structuré pour cet Africain, organisé, hiérarchisé autrement que ce que nous connaissons dans le cadre de l'occidentalisation, où les choses sont très, très précises. Je m'amuse souvent dans les rues de Dakar, d'ailleurs, en regardant les gens marcher nonchalamment, être dans un coin de rue en train de boire du thé ensemble, de boire du café ensemble, et qui ne sont pas jamais pressés pour aller au travail. Alors la visée, bien sûr, c'est un bonheur individuel, mais aussi collectif. On ne peut pas avoir du bonheur sans le reste de la communauté. Et c'est ça que les Africains appellent la santé. La condition, c'est le respect scrupuleux de l'ensemble de ces lois. Alors la santé, dans la conception africaine, elle englobe la bonne santé, celle qui a été définie par l'OMS, mais aussi elle englobe la maladie, l'existence de l'individu et aussi la mort. La vie, en effet, est selon est un équilibre entre des contraires, le pleurer, le rire, par exemple, le manger, le jeûner, l'éveil, le sommeil, la vie, la mort. Tout ceci est ensemble, le monde visible, le monde invisible. L'Africain ne peut pas vivre le monde sans penser à un monde invisible avec lequel il est en communication. Et le tout déséquilibre en fait de ces actes, qu'ils soient qualitatifs, quantitatifs ou proportionnels, amène à la maladie. Alors cette maladie, c'est pour ça que l'Africain, la plupart du temps, pense que la maladie a toujours une origine surnaturelle. Nous le verrons dans certaines enquêtes tout à l'heure. Soit conséquence de la transgression d'une ou plusieurs lois ancestrales, ce qui amène un désir ou bouleversant l'ordre de création de Dieu, soit une agression spirituelle par un mauvais esprit, ce que dans notre langue nationale nous appelons le rap, ou alors un message électif d'avertissement par un génie. Le génie, c'est le génie protecteur de la famille, nous l'appelons Tour. Dans remarque, il y a chez nous ce qu'on appelle le maraboutage, c'est-à-dire si vous voulez faire du mal à quelqu'un ou si vous voulez obtenir quelque chose, vous allez voir le marabout, qui a en fait un enseignement coranique qui lui permet, par des incantations et tout, de vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Mais je n'entre pas dans ces détails-là. Alors, qu'en est-il de la mort? Eh bien, dans la conception ambitionnelle, la mort n'existe pas. Il n'y a pas de frontière entre la vie et la mort. On passe, c'est comme si on passait d'un voile d'une partie à une autre qui sont séparées par un voile. C'est une frange de la vie. C'est un passage du monde visible au monde invisible, donc au monde des ancêtres. D'ailleurs, un auteur sénégalais célèbre des années 50 écrivait, un poète sénégalais qui s'appelait Birago Diop,
écrivait « Les morts ne sont pas morts, les morts ne sont jamais partis ». C'était un long poème très beau qu'on apprenait à l'école primaire. Alors, comment le diabète sucré, dans ces conditions, est-il vu par la communauté et par la médecine traditionnelle africaine? D'abord, au niveau de la communauté, déjà, avant qu'il y ait un diagnostic de diabète, il y a une certaine représentation des signes de la maladie. La polyurie, tout comme la polydipsie, sont considérés comme des signes de bonne santé pour la plupart des Africains. Quand on a fait une enquête en 1996, certains disaient que la pollution est de bonne santé, c'est une réaction au froid. La polydipsie, c'est une réaction à la chaleur, c'est que l'individu est très en activité, c'est pour ça qu'il boit beaucoup. Pour ce qui est de la polyphagie, il y avait aussi d'autres explications. Le seul signe qui posait des problèmes, c'était l'amaigrissement. Effectivement, on pensait que celui qui maigrissait, on lui avait jeté un mauvais sort, c'était un mauvais esprit qui l'habitait, ou alors c'était le mauvais œil. Ceci amène en fait à une certaine banalisation de ces signes et une indifférence qui amène souvent effectivement au retard du diagnostic que nous connaissons tous en Afrique pour des malades qui souvent arrivent avec des complications. Alors, sur l'interprétation des causes, voilà, vous lisez vous-même, la plupart du temps, ce n'est pas une cause organique, c'est plutôt le mysticisme, la sorcellerie ou d'autres causes naturelles. Ce qui amène souvent ces patients justement à avoir recours à la médecine traditionnelle. Mais le problème n'est pas réglé. Lorsque le diagnostic est posé, la peur et le déni que vous connaissez dans le système occidental est encore plus important chez nous par rapport à cette maladie qui amène à l'amputation, qui amène à la cécité, etc. Mais ce qui est important à retenir, c'est que l'Africain ne connaît pas l'histoire de chronicité de la maladie. Comme disait mon maître, c'est le maître qui m'a formé, l'Africain est habitué à une maladie d'où l'on guérit tout de suite ou on en meurt. Mais une maladie qu'on doit gérer toute sa vie, il faut la prendre, et il faut la prendre avec les éléments qu'il faut. Dans tous les cas, il y a pratiquement un recours obligatoire à la médecine traditionnelle. Pratiquement, je peux dire que 80 à 90% de nos patients, avant d'arriver à l'hôpital, quand on regarde leur parcours, sont passés d'abord chez le guérisseur. Alors, qui est ce guérisseur-là, justement, ce praticien de santé? C'est quelqu'un, en fait, comme je l'ai dit un peu dans la définition tout à l'heure, qui vit dans la communauté, qui partage le même espace, qui connaît la vie de cette communauté, donc ce qui donne des prédispositions particulières pour l'environnement psychosocial, l'environnement culturel de la communauté, donc des diabétiques qui sont dans cette communauté. Donc il a la connaissance de toutes les situations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles ou autres, qui peuvent déséquilibrer l'individu. Et c'est pour cette raison qu'il peut avoir une approche diagnostique différente, qui n'est pas l'approche diagnostique du médecin formé à la médecine occidentale que je suis. Et bien sûr, il va proposer des solutions thérapeutiques plus variées qui vont tenir compte de l'environnement de cet individu. C'est ainsi que, dans l'interprétation justement de la maladie diabétique, pour le guérisseur traditionnel, le diabète n'est pas vu comme nous le connaissons, comme nous le voyons. Et pour eux, il y a les limites de la médecine conventionnelle et ils décrivent 3 catégories de diabète. Un diabète naturel un peu conforme à celui que nous connaissons, qui serait certainement le moins fréquent, mais un diabète qui est provoqué par l'homme, notamment dans le cadre de la sorcellerie, qui vient de façon aiguë. Le diabète ancestral, provoqué par des êtres surnaturels, un ancêtre, un génie, une divinité, d'où par conséquent, ils disent qu'il y a un traitement différent pour chaque catégorie et surtout, ils promettent la guérison dans ce cadre-là. Alors, quand on parle d'incurabilité de la maladie diabétique, le guérisseur non plus n'est pas d'accord. Encore une fois, ils promettent la guérison parce qu'ils pensent que c'est un problème temporaire, c'est un problème qui peut être résolu par les ancêtres. Et si ces ancêtres sont interrogés, ils vont eux-mêmes proposer un traitement adéquat. Ceci amène bien sûr, dans notre connaissance à nous, à l'accentuation de la passivité des patients, à la banalisation de la maladie. Le malade voulant souvent vous dire « moi je suis guéri de mon diabète ».
j'ai vu telle personne, je suis guéri de mon diabète, ce n'est que plusieurs mois après qu'il se rend compte qu'il n'en était rien. Il y a aussi, pour l'interprète d'incurabilité, il ne pense pas que c'est le même diabète. Souvent, soit il y a une réapparition des signes qui sont considérés comme une nouvelle attaque de la maladie. Bon, nous parlons souvent de poussée et de rémission. Est-ce qu'il s'agit de cela? Je ne suis pas entré dans ce détail-là. Alors, quant au caractère familial de la maladie, ils donnent aussi leur interprétation. Pour la médecine conventionnelle, il y a plusieurs éléments. Nous avons une interprétation tout à l'heure dans la nouvelle classification, l'hérédité, la génétique, d'autres éléments. Pour la médecine traditionnelle, il y a toujours une référence à des problèmes familiaux, notamment des conflits entre familles, des méfaits, des familles qui se jettent des sorts. Parfois, ceci peut persister sur plusieurs générations. Par exemple, quelqu'un qui a une famille qui a causé du tort à une autre famille, on pense que cette famille a jeté un sort à cette famille, ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont malades du diabète ou d'autres choses. Alors, ceci étant, comment la médecine traditionnelle prend en charge la maladie? Vous voyez que je ne parlerai pas de la médecine conventionnelle, je parlerai uniquement de la médecine, mais il est important que les médecins que nous sommes aujourd'hui, que nous puissions tenir compte de cette dimension de la médecine traditionnelle pour pouvoir prendre en charge correctement nos patients. Alors, un proverbe africain dit « Celui qui sait de quoi vous souffrez », ce que j'ai traduit par celui qui établit le diagnostic, est plus à remercier que celui qui vous soigne, donc celui qui ordonne le traitement. Et mon maître disait toujours « Le malade, ce qui le satisfait, c'est sa guérison, quelle que soit. Par contre, le médecin, ce qui est important pour lui, c'est de poser un diagnostic et un vrai diagnostic. Donc, celui qui sait de quoi vous souffrez donc, est plus à remercier que celui qui vous soigne. Eh bien, le guérisseur, il va suspecter, il va identifier le diabète. De façon anecdotique, tout le monde le sait, on l'écrit partout. Quand les malades urinaient, on voyait que les fourmis arriver vers les urines à cause de sa contenance en sucre, mais ce n'est peut-être qu'une anecdote. La plupart du temps maintenant, les guérisseurs se basent sur les signes particuliers dont nous parlons, les urines, etc. Donc le diagnostic arrive toujours un peu tardivement. Donc c'est plutôt basé sur des symptômes. Donc l'étape 1, le diagnostic du diabète établi habituellement est établi chez nous avant le contact avec le tradipraticien. En fait, les malades, souvent, ne vont voir le tradipraticien qu'à partir du moment où le diagnostic est posé. Mais parfois, à cause de problèmes psychologiques, c'est peut-être à partir du tradipraticien qu'ils sont conduits à l'hôpital pour pouvoir avoir le diagnostic. Mais à partir de ce moment-là, ils reviennent encore chez le tradipraticien. Alors, pour ce tradipraticien, ce n'est pas uniquement une cause organique. Donc l'étape 2, c'est la recherche d'une cause par différentes techniques, la voyance, le fétichisme, l'occultisme, la divination et des rituels divers tels la transe ou l'extase. La transe se fait c'est des cercles de danse et tout, qui permettent de faire entrer le malade en transe et de lui permettre de parler de son problème pendant qu'il est en extase. Ça se fait souvent dans les malades psychiatriques chez nous. Alors, la prise en charge, bien sûr, va obéir à la logique interne de la maladie, c'est-à-dire cette prise en charge va prendre en charge les dimensions spirituelles, socio-culturelles et physiques. D'où la nécessité ici, pour le guérisseur, au préalable d'opérations mystiques avant même d'arriver à des procédés matériels, c'est-à-dire au traitement somatique de la maladie. Les objectifs sont peut-être un peu différents. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que la personne recouvre sa personnalité qu'elle a perdue, c'est pour ça qu'elle est devenue diabétique, que cette personne soit réinsérée dans sa société. Je vous ai parlé au départ de groupe social, de famille, de tribu. Eh bien, cette personne est sortie de sa tribu d'une manière ou d'une autre, c'est pour ça qu'elle est devenue malade. Donc, il faut la réinsérer de façon harmonieuse dans son environnement habituel. Et puis, à partir de ce moment-là seulement, il sera plus facile de traiter de façon objective le diabète. Alors, dans cette réparation et des dommages, c'est d'abord donc la prise en charge psychosociologique,
Ça peut être l'imploration de la clémence ou du pardon des esprits, du mauvais esprit. Ceci, ça se fait souvent par des sacrifices, par des dons ou par d'autres actes tels que celle-là, par des incantations. Il s'agit pour la médecine traditionnelle d'une voie obligatoire pour la réconciliation, mais ça peut ne pas suffire. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que beaucoup de malades qui sont malades du diabète chez nous vont aller soit chez le guérisseur, soit chez le marabout pour demander justement ce genre d'actes pour agir sur le plan psychologique. Il y a un certain nombre de malades, effectivement, qui sortent carrément de leur aspect habituel, comme on l'a décrit tout à l'heure, à cause de cette maladie. Alors, en cas de succès, bien sûr, ce n'est qu'en ce moment-là que le guérisseur passera à la deuxième étape, c'est-à-dire le traitement somatique qui va intervenir chez un malade qui est libéré de toute atteinte spirituelle. Donc, pour eux, en ce moment, la maladie diabétique est devenue purement une maladie organique. Et c'est à partir de ce moment-là que le traitement somatique prendra sa place chez un malade libéré de tout cela. Et habituellement, il y a différents moyens, parmi lesquels le plus important pour nous aujourd'hui, c'est la phytothérapie. Alors, parfois, il peut y avoir un échec de cette prise en charge psychosociale. Alors, ils essaient de l'expliquer par plusieurs façons. Soit il y a une méconnaissance, malgré toutes de la source, du dérèglement qui a amené à la maladie, soit un refus par le mauvais esprit de toute séparation. Et c'est en ce moment-là que le guérisseur va combattre, justement, va se battre avec ce mauvais esprit-là pour pouvoir faire gagner au patient sa liberté. Soit alors il y a un retard du diagnostic métaphysique ou de la réparation, c'est-à-dire que le patient est arrivé un peu trop tard à la consultation, ce qui rend les choses un peu plus difficiles. C'est comme le malade diabétique qui est à l'hôpital déjà avec une complication. On est en prévention secondaire, c'est souvent plus difficile que quand on arrive sans aucune complication. Et bien sûr, il peut s'agir de l'incompétence du thérapeute, comme parmi nous, il y a des médecins qui sont complètement incompétents. J'espère ne pas en faire partie. Alors, le traitement somatique peut intervenir maintenant par différents éléments, notamment il y a les herboristes, il y a les phytothérapeutes, il y a les médico-droguistes, il y en a d'autres, j'en passe. Alors, les spiritualistes peuvent parfois être à la fois tout cet ensemble-là, c'est-à-dire le guérisseur peut être à la fois celui qui règle le problème psychosocial et qui règle le problème organique. D'autres fois, c'est des éléments qui sont totalement séparés. Alors, je vais terminer par des données objectives de la phytothérapie intégrée, parce que c'est celle-là qui peut-être est plus à notre portée, et il y a aujourd'hui au moins plus d'une quarantaine, voire une cinquantaine de plantes qui ont été isolées, qui ont été testées pour montrer leur effet hypoglycémiant, soit à partir de la feuille, soit à partir d'une partie de la plante, et les extraits sont en train d'être isolés, mais bien sûr, vous comprendrez avec moi que ceci est un processus long, est un processus coûteux, et pour le moment, je ne pense pas qu'un seul pays africain ait pu isoler complètement un de ces principes actifs. En tout cas, il y a eu beaucoup d'enquêtes. Si vous prenez la littérature, vous allez dans PubMed, vous avez plus de 50 000 références portant uniquement sur ces gens à travers le monde, bien sûr, en Afrique uniquement, il y a au moins plus de 390 références. Mais sur les enquêtes que nous avons menées, et c'est ça qui est intéressant par rapport à la phytothérapie, on sait qu'au moins 40 à 60% des patients utilisent la phytothérapie, soit seuls, soit en association avec les antidiabétiques que nous connaissons. Mais bien sûr, en matière d'evidence-based medicine, il y a encore plusieurs choses à voir. Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs, je résume. D'abord, en rappelant que dans la conception africaine, la santé est un équilibre en fait, entre le monde visible, le monde invisible et l'environnement du patient. La maladie est considérée comme un déséquilibre lié à une faute commise quelque part. Donc la prise en charge, en fait, nécessite des interventions multidimensionnelles, précoces, précises, nécessitant compétences pour le diagnostic, la réparation de la faute et ensuite seulement le traitement.
Dans la réalité, on les appelle quelquefois des charlatans, mais c'est une sorte de médecine tout à fait bien structurée dans leur cadre, et je ne pense pas qu'il y ait de la place pour le charlatanisme. Il y a de véritables guérisseurs, je ne dis pas pour le diabète bien sûr, mais pour beaucoup de maladies encore en Afrique, qu'elles soient des maladies physiques ou qu'elles soient des maladies psychosociales. Donc, je vais terminer en disant tout simplement que je pense que nous avons besoin de la connaissance de ces éléments. Et je suis sûr que si on va en Afrique du Nord, il y a une autre manière de vivre la médecine traditionnelle. Et je crois que nous en avons besoin pour mieux comprendre comment réagissent nos patients. J'ai bien aimé l'image de ce théâtre avec ce dialogue entre la glycémie et la patiente pour montrer la complexité tout simplement de l'individu, pour voir comment cet individu-là imagine sa maladie et pourquoi il ne suit pas les prescriptions du médecin. Ceci n'est pas propre à l'Afrique, on le voit en Occident, on le voit ailleurs, et je crois que nous avons encore beaucoup à apprendre. Et quelqu'un disait, tout n'est pas à prendre dans cette médecine traditionnelle, mais il est indispensable de lui accorder sa place, c'est-à-dire d'arriver à cette jonction nécessaire entre la médecine traditionnelle et la médecine dite moderne, parce que les deux ne s'opposent pas, mais doivent se compléter pour que nous puissions améliorer davantage la santé des populations en tenant compte, évidemment, de notre vécu culturel. Je vous remercie.